Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de Mozart. C'est bien sûr un des compositeurs les plus célèbres de l'histoire de la musique occidentale. Et ça reste toujours un peu délicat de parler de Mozart parce que, d'un point de vue musicologique, définir Mozart relève d'une tâche presque impossible. Euh, Sa musique est empreinte d'une telle luminosité, d'une telle évidence, qu'elle nous amène toujours à nous demander comment définir l'évidence. Et c'est pas en soi quelque chose de très facile, parce que une fois qu'on a dit que est évident ce qui est évident et qui s'impose facilement à l'esprit et semble très logique et aller de soi, on n'a toujours pas expliqué ce qui donne à la musique de Mozart une telle luminosité et une telle évidence. Donc, gardez à l'esprit cette impossibilité perpétuelle de définir l'évidence pour comprendre que le problème de Mozart est presque un problème philosophique et qu'on peut en parler très longtemps et qu'on n'arrivera jamais à l'expliquer. Ceci dit, on peut néanmoins retenir que Mozart est important historiquement pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'il incarne d'une façon absolument parfaite les idéaux esthétiques du style classique viennois. Au fond, il y a comme une sainte trinité des compositeurs classiques viennois. On a Haydn, on a Mozart, puis on a Beethoven. Et autant Haydn est comme le pionnier, le fondateur du style, celui qui fait la synthèse des courants préexistants pour développer vraiment la forme allegro de sonate, lui donner toute sa maturité, inventer le quatuor à cordes, donc au niveau des sonates de piano, au niveau de la musique de chambre, au niveau d'une centaine de symphonies, le rôle de découvreur de Haydn est absolument inestimable. Beethoven va représenter celui par qui le style classique viennois va peu à peu laisser place au romantisme. On va voir des formes de plus en plus élargies, de plus en plus libérées, utilisées de façon de plus en plus dramatique. Et le souci classique de pureté, d'économie des moyens, d'épuration dans l'expression de la pensée musicale va peu à peu laisser place à d'autres préoccupations, davantage en lien avec l'expression du drame, l'expression des passions, la valorisation des extrêmes, etc. Donc Beethoven est celui qui va amener le style classique viennois ailleurs, mais Mozart est celui qui incarne les idéaux du style classique viennois mieux que n'importe lequel de ses contemporains. Donc bien sûr, clarté, équilibre, symétrie, économie des moyens, ce fameux mantra que je répète depuis toujours en lien avec l'esthétique classique sous toutes ses formes, est vrai chez Mozart. Il y a néanmoins plusieurs œuvres qui vont explorer d'autres choses. Il y a un quatuor de Mozart qu'on a surnommé les dissonances. Et quand vous écoutez l'introduction du premier mouvement, c'est presque impossible, un, de s'imaginer qu'il s'agit bien de Mozart, deux, de s'imaginer qu'on est en do majeur, et trois, de s'imaginer que cette pièce-là est du style classique viennois. Donc on va toujours ici et là trouver certains exemples qui vont démontrer à quel point le génie de Mozart est polymorphe et s'articule de toutes sortes de façons différentes. On ne peut pas simplement le cantonner dans un style, mais néanmoins, à travers l'ensemble de sa production, on peut retenir et défendre cette idée qu'il a incarné les idéaux esthétiques du style classique viennois mieux que n'importe quel autre compositeur. L'autre chose qui rend Mozart absolument fascinant, c'est évidemment le caractère extraordinairement précoce de sa formation musicale. C'est un génie inné, si on veut. C'est quelqu'un dont les prouesses musicales, les performances en concert, les hauts faits d'armes, en fait de transcription musicale, de mémorisation de musique, défient la perception qu'on a des capacités des êtres humains normaux. On raconte qu'à l'adolescence, Mozart est allé à Rome, à la chapelle Sixtine, et qu'il y avait donc des pièces du répertoire dont les partitions étaient gardées secrètes parce que c'était le répertoire exclusif du chœur du Vatican. Et que Mozart a assisté à deux reprises à l'interprétation d'une pièce qui s'appelle le Miserere d'Allegri, qui est une pièce qui dure une dizaine de minutes et qui est écrite à 9 voix. Et apparemment, après 2 écoutes, Mozart le retranscrit de mémoire. Donc évidemment, on sait très bien que nous, pauvres mortels, quand on a un cours de dictée, on se fait jouer 8 fois le même 3 mesures, puis on a de la misère à le retranscrire sans faute.
Alors, petit Mozart, pour nous donner beaucoup de complexe, va écouter cette œuvre à 9 voix qui dure 10 minutes, puis va la retranscrire au complet. C'est un phénomène particulier, une mémoire édétique. Certains gens l'ont au niveau visuel. J'ai vu un jour ce documentaire d'une personne, je crois, qui souffrait du syndrome d'Asperger, qui survolait la ville de Rome en hélicoptère et qui, après avoir atterri, avait une immense murale où elle a reproduit donc toute la ville de Rome avec le bon nombre de fenêtres sur chaque façade d'édifice, etc., etc. Il y a ce type de mémoire qui n'oublie pas, une espèce de mémoire photographique extraordinaire qui peut se remémorer des milliers de détails. Alors, Mozart avait non seulement l'oreille absolue, donc la capacité d'identifier toutes les notes, mais il y avait ce type de mémoire-là qui n'oubliait pas. Donc il y avait déjà des prédispositions musicales absolument extraordinaires, et il y avait en plus un environnement qui était tout à fait approprié pour permettre à son talent de s'épanouir très très tôt. Mozart avait une grande sœur qui s'appelait Maria Anna et qui prenait des cours de clavecin, de musique, de leur père, Léopold. Léopold Mozart était un violoniste, compositeur, chef d'orchestre quand même assez reconnu à Salzbourg. Et donc Mozart a littéralement grandi en écoutant les cours de musique de sa sœur. Sa sœur avait 5 ans de plus que lui. Donc, quand lui avait 2 ans, sa sœur avait 7 ans. Et c'est l'âge où on pratique les gammes, les arpèges, les pièces, etc. Et Mozart, donc, a littéralement s'est imbibé de cet apprentissage de la musique. Et Mozart savait écrire, lire et écrire la musique avant de savoir lire et écrire l'allemand, qui était pourtant théoriquement sa langue maternelle. Donc, il y a tout cet environnement, fils d'un violoniste, compositeur, chef d'orchestre et pédagogue, petit frère d'une grande sœur quand même brillante et douée en musique, dont il va apprendre énormément de choses très 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 tôt dans sa vie, la mémoire édétique, l'oreille absolue. Mozart avait tous les ingrédients nécessaires pour devenir un talent spectaculaire, et c'est ce qui est arrivé. Donc, Léopold va organiser des concerts dans lesquels il va exhiber, entre guillemets, les talents de sa fille et surtout son fils. Et on a peut-être eu tendance à reprocher à Léopold Mozart d'avoir justement un peu exhibé ses enfants comme des bêtes de foire. On a un peu fait le même reproche au père des Jackson, Michael Jackson et les Jackson 5, etc. Leur père était apparemment extrêmement autoritaire et les a, entre guillemets, privés de leur enfance en les promenant ainsi. C'est pas à moi de juger de la qualité de l'éducation de Léopold Mozart, il y a beaucoup trop d'inconnus dans l'équation, mais on peut néanmoins, premièrement, admettre qu'au 18e siècle, l'immense majorité des enfants n'avaient pas vraiment une enfance comme on se l'imagine aujourd'hui, vivaient dans des conditions extrêmement difficiles. Et par ailleurs, l'éducation que Mozart a reçue de tous ses voyages, de tous ces musiciens qu'il a passé sa vie à côtoyer, en font finalement, au fond, quelqu'un de privilégié. Voilà, donc Mozart déboussole tout le monde par son aisance absolument inexplicable à maîtriser la musique, à composer la musique. Il va composer des sonates très tôt. Vous vous rappellerez sans doute, en littérature musicale 1, on avait analysé un thème de menuet de Mozart qui est daté de 1761. Or, Mozart étant né en 1756, c'est un thème de menuet qu'il avait écrit à l'âge de 5 ans. Il va écrire des symphonies quelques années plus tard, il va écrire des opéras autour de l'âge de 12 ans. Donc, vous voyez justement l'immense précocité du talent. Par ailleurs, les nombreux voyages que Mozart va effectuer très tôt le mettent très rapidement en contact avec premièrement, les plus grands orchestres de l'époque, les musiciens les plus illustres, mais aussi, je dirais, différentes écoles ou tendances musicales. Ainsi, quand il va voyager en Italie, il va se sensibiliser à l'esthétique du bel canto italien, de l'opéra italien, de la musique lyrique. Et je crois que c'est pas un hasard si Mozart va par la suite devenir, de tous les compositeurs allemands ou autrichiens, un de ceux qui vont être les plus aptes à faire chanter les instruments et à écrire même une musique instrumentale, mais qui est excessivement lyrique et mélodique et expressive dans sa conception des lignes mélodiques. C'est peut-être justement une conséquence de cette exposition assez précoce à l'art du bel canto, à l'art du lyrisme, à l'art de l'opéra.
Donc voilà, vous avez dans le guide illustré de la musique la carte des différents voyages que Mozart a fait avec les années. Donc il est allé en France, il est allé en Angleterre, il est allé en Italie, il est allé un peu partout. Et en cela, il se démarque beaucoup de compositeurs comme Jean-Sébastien Bach, qui est en gros resté en Allemagne toute sa vie, et de Haydn, qui lui-même est resté à la cour des Esterházy pendant l'immense majorité de sa carrière et n'a pas eu donc la chance de voyager et de rencontrer différents musiciens, d'entendre plusieurs orchestres, des écoles différentes, et ainsi de suite. Donc Mozart, vraiment une éducation, non seulement une très bonne éducation, mais on pourrait dire une éducation très cosmopolite, très internationale. Avec peut-être deux éléments marquants dont on doit tenir compte pour envisager la suite. D'une part, comme je disais, cette exposition très précoce au lyrisme de l'italien, de l'opéra italien, l'art du bel canto, et d'autre part, un séjour de plusieurs mois à Londres, en Angleterre. Et ce séjour en Angleterre va être marqué, entre autres, par des études auprès de Johann Christian Bach, donc un des plus jeunes fils de Jean-Sébastien, qui a vécu en Angleterre une bonne partie de sa vie et qui est sans doute à ce moment-là le plus important représentant du style galant. Donc, Johann Christian Bach est un des pères du concerto de piano. D'ailleurs, vous avez un mouvement de concerto de piano de Johann Christian dans vos écoutes. Et Mozart va écrire plus d'une vingtaine de concertos de piano par la suite. Donc, il a appris du fondateur lui-même du genre, si on veut. Et par ailleurs, le style galant va jouer un rôle incontournable dans la mise en place du style et de l'esthétique de Mozart. Il y a une composante très 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 forte de style galant, justement au niveau de cette mise en évidence de la mélodie et de ce côté extrêmement gracieux, extrêmement élégant, extrêmement agréable à l'oreille. On se souvient de cette définition du 18e qui voulait que la musique soit l'art de rendre les sons agréables à l'oreille. Alors, le style galant, en général, procède beaucoup de cette conception-là, de vouloir justement chercher l'équilibre et l'harmonie dans les sons. Et peut-être nulle part ce souci-là va mieux s'exprimer que dans la musique de Mozart. Mozart a en plus ceci de particulier qu'il va briller dans tous les genres musicaux. La musique instrumentale, la musique vocale, la musique sacrée, la musique profane, il touche à tout avec un égal succès et un égal bonheur. Il y a certains compositeurs qui ou bien se spécialisent, ou bien sont particulièrement à l'aise dans certains genres et certains styles. On peut penser par exemple au fait que chez Bach, le contrepoint est toujours extrêmement important. La conception musicale de Bach est intrinsèquement polyphonique. Mozart est capable d'écrire de la polyphonie dans le style de Bach et Handel, par exemple dans le Kyrie de son Requiem, mais il est capable aussi de faire de la mélodie accompagnée extrêmement dépouillée. Bach n'a jamais fait d'opéra. Il a fait énormément de cantates, il a fait beaucoup de musique instrumentale, mais pas d'opéra. Mozart va briller, il a écrit les plus importants opéras du 18e siècle, et c'est aussi un compositeur d'œuvres instrumentales absolument essentiel dans notre répertoire. Donc il est vraiment à l'aise dans tous les styles et dans tous les genres, vocal ou instrumental, sacré ou profane, très polyphonique ou au contraire très basé sur la mélodie accompagnée. Il touche à tout avec un égal bonheur. On dirait qu'il transforme tout ce qui touche en art musical. Voilà, donc vous avez plusieurs auditions de Mozart dans vos écoutes. On va quand même les décrire chacune brièvement. Votre audition numéro 9 est tirée d'une sérénade pour vent. Et je l'ai mise là pour illustrer certaines choses. D'abord, un petit peu de contexte historique. La sérénade était un genre musical souvent réservé à l'extérieur. C'était une musique pour des fêtes, pour des pique-niques, pour des occasions sociales, pour justement des occasions souvent à l'extérieur. C'était pas une musique aussi dense ou sérieuse ou complexe que les concerts qui incluaient des symphonies puis des concertos. C'était une musique un peu de divertissement. Et Mozart va écrire beaucoup de sérénades et de divertimenti, justement. Le divertimento ou le divertissement et la sérénade sont un peu des genres employés, des formes employées comme synonymes.
La plupart sont pour cordes. On connaît tous la fameuse petite musique de nuit qui est une sérénade pour cordes, mais on connaît peut-être un peu moins la sérénade grande partita qui est une des plus importantes œuvres écrites pour instruments à vent de tout le 18e siècle. Il y a au 18e une espèce de regain d'intérêt pour les instruments à vent. Ils ont été un peu mis de côté au 17e, au début du 18e. Ils ont un préjugé négatif. Okay? Ils sont considérés comme pas aussi nobles que les instruments à cordes pour différentes raisons. Ils se sont jamais complètement débarrassés de cette espèce d'association qu'on faisait avec la musique de fanfare, la musique militaire, la musique des soldats, la musique de pique-nique, la musique de parc. Donc, il y a un peu cette association à un genre musical plus facile ou plus accessible que les cordes qui sont réservées à la salle de concert et à l'interprétation d'œuvres plus, entre guillemets, artistiques. Par ailleurs, la facture des instruments au 18e siècle laisse encore un peu à désirer, ce qui fait que beaucoup d'instruments à vent sonnent faux. Et c'est seulement au 18e, fin 18e, mais surtout au 19e siècle, qu'on va vraiment développer la facture des instruments à vent pour arriver à faire des instruments qui sonnent justes et aussi qui sont capables de jouer sur l'étendue de la gamme chromatique. Au 19e, on va inventer un paquet de systèmes de clés, de pistons pour les bois, pour les cuivres, pour les rendre justement chromatiques. Mais au 18e siècle, ces choses-là n'existent pas encore. Donc un corps, c'est un corps de chasse, c'est un corps harmonique avec lequel on ne peut donc que jouer les harmoniques naturelles. Ce qui fait que c'est des instruments qui sont plus limités, entre guillemets, que les instruments à cordes, des instruments à archet ou des instruments comme le clavecin, qui a une très vaste étendue, qui est complètement polyphonique et qui est complètement chromatique. Il y avait peu de virtuoses d'instruments à vent. Ce n'étaient pas des instruments qui étaient très prônés par les musiciens professionnels. Il y avait peu de très bons instrumentistes à vent. Souvent, c'était des musiciens un peu amateurs qui jouaient pour leur plaisir et qui aboutissaient à se faire engager dans l'orchestre parce qu'on prenait ceux qui étaient capables de jouer, mais il n'y avait pas un niveau d'instrumentiste très élevé. Tout ça va changer. On l'a vu l'autre fois, entre autres, avec l'orchestre de Mannheim, qui va engager les meilleurs musiciens disponibles et qui va redéfinir les standards d'excellence qui sont attendus d'un musicien d'orchestre. Donc à partir du milieu du 18e, à partir de Mannheim, on va vraiment commencer à avoir des instrumentistes à vent dont le niveau, dont le professionnalisme se compare à ceux des cordes. Donc, on va voir dans la deuxième moitié du 18e un essor significatif de la musique écrite pour vent. D'ailleurs, il y a un pendant au quatuor à cordes qui va émerger assez vite, qui est le quintet à vent. Dans un quintet à vent, on a une flûte, une clarinette, un hautbois, un cor et un basson. Vous voyez qu'il y a une grande variété au niveau timbral, parce qu'il y a la flûte qui est un instrument à embouchure, il y a le hautbois et le basson qui sont des instruments à hanche double, on a la clarinette qui est à hanche simple, puis on a le cor qui est un cuivre. Donc, dans le quintet à vent, vous avez une variété timbrale qui est beaucoup plus grande que celle qu'on retrouve par exemple dans un quatuor à cordes, où les trois instruments en présence sont au fond des variantes d'un seul et même instrument construit en plusieurs tailles différentes. Donc autant le quatuor à cordes est homogène au niveau timbral, autant que le quintet à vent est plus diversifié. La sérénade grande partita de Mozart n'est pas un quintet à vent, mais s'y apparente un peu dans la mesure où c'est justement une musique d'extérieur, une musique d'agrément. Mais Mozart, comme c'est le cas dans tout ce qu'il fait, va élever le caractère et le niveau de qualité de cette musique de divertissement pour en faire un pur chef-d'œuvre. On peut penser à la façon dont plus tard, au 19e, Chopin va élever le genre de l'étude. Avant Chopin, des études, c'était uniquement des pièces didactiques. C'était par définition de la musique un peu plate, qui n'avait pas de grandes prétentions artistiques et qu'on ne jouait pas en concert. On peut penser au divertimenti de Mozart un peu de la même façon. Mozart va élever le genre du divertimento, de la sérénade, et en faire des œuvres absolument sublimes. Pour revenir à l'adagio de votre sérénade grande partita, remarquez deux choses. Premièrement, la facilité avec laquelle Mozart fait chanter les instruments, cette espèce d'immense lyrisme de la musique instrumentale.
peut-être inspiré de son exposition très précoce à l'opéra italien et aux grands compositeurs lyriques, mais le chant, la mélodie, la longue note de hautbois suspendue qui commence ce thème-là, avec le petit trait de gamme qui descend, c'est fascinant à quel point sur papier, il n'y a rien. C'est une note, puis un trait de gamme, puis ainsi de suite. Mais dans le contexte, avec l'accompagnement, avec le mariage des timbres et des sonorités, quand c'est bien joué, c'est bouleversant. Donc, les compositeurs classiques, comme les musiciens de cool jazz, vont penser less is more. Quand on met moins de notes, les notes qui restent ont davantage d'impact. Donc souvent, Mozart ne cherche pas à noyer une note dans un déluge ou une avalanche de notes, mais au contraire, il va prôner une écriture extrêmement dépouillée, ce qui fait qu'une note peut avoir plus d'impact dans Mozart que dans à peu près n'importe quel autre compositeur de l'histoire de la musique. L'autre chose, remarquez la simplicité, la récurrence et l'efficacité de ces figures d'accompagnement. Les figures d'accompagnement sont extrêmement simples. Yam pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam pam. On ne peut pas faire plus simple que ça. Mais justement, c'est dans cette simplicité, dans cette grâce, dans cette évidence que le style classique viennois trouve toute sa force. Et on voit justement à quel point la recette de Haydn, qui consistait à combiner le souci de logique, de symétrie, de clarté, de cohérence du style galant, avec le souci expressif du style sensible, se trouve merveilleusement compris et assimilé par Mozart lui-même. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Haydn va être parmi les plus grands admirateurs de Mozart. Quand Haydn va apprendre la mort de Mozart, il est d'une tristesse incroyable, et il avait déjà dit à Léopold Mozart, je vous le dis, votre fils est le plus grand musicien que je connaisse, vivant ou mort. Donc on a souvent cette perception de Mozart comme ayant été incompris à son époque, mais il n'a pas été incompris de tout le monde. Il y a des gens qui étaient vraiment conscients de l'ampleur de son talent, de son génie et de l'importance de sa contribution à la pratique de la musique de son époque et de toutes les époques. Donc, Adagio de la Sérénade Grande Partita, une pièce extrêmement expressive qui témoigne justement de ce souci dans les mouvements lents, de faire chanter les instruments d'une façon spectaculaire. Donc c'est pour ça que je vous ai mis l'Adagio, donc votre audition numéro 9. La numéro 10 va un peu dans le même sens. C'est aussi un Adagio tiré d'un concerto cette fois, parce que Mozart a ceci de particulier qu'il a écrit plus de concertos pour piano que de sonates. Il y a 24 concertos, il y a 19 sonates. Tous les autres compositeurs font plus de sonates puis moins de concertos. Beethoven, par exemple, a 32 sonates pour 5 concertos, et c'est un ratio qui est similaire à celui qu'on va trouver chez plusieurs autres compositeurs, mais ce fait d'avoir écrit plus de concertos que de sonates indique certaines choses. D'abord, la sonate pour Mozart n'a pas du tout le rôle qu'elle va avoir chez Beethoven. On verra que chez Beethoven, la sonate pour piano, c'est un peu une espèce de laboratoire musical dans lequel Beethoven va mettre au point toutes sortes de nouvelles idées, de nouvelles conceptions, qu'il va par la suite réutiliser dans sa musique symphonique, dans sa musique de chambre, dans toutes ses autres œuvres. Les sonates pour piano de Beethoven sont vraiment un genre qui est très important pour Beethoven. Pour Mozart, la sonate est souvent un genre presque alimentaire. Il va écrire des sonates pour la publication, il va écrire des sonates pour ses élèves, il va écrire des sonates pour satisfaire à une certaine demande autour de lui, mais c'est pas par la sonate qu'il va vraiment exprimer le plus qui il est. Quand il donne des concerts, Mozart était un des grands pianistes de son époque. Mozart et Clementi, il y avait comme une espèce de rivalité entre les deux, l'éternel duel entre Coke et Pepsi. Alors c'était Mozart ou Clementi. Et donc dans ses concertos, Mozart c'est lui-même qui va les créer. Et les concertos constituent l'essentiel de son répertoire de scène.
quand Mozart donnait des concerts, c'était pour jouer des concertos beaucoup plus que pour jouer des sonates. Donc, il les écrit pour lui, ces concertos, et souvent sont plus difficiles que ces sonates, et il procède d'idées musicales et compositionnelles beaucoup plus complexes, sophistiquées, avancées, chromatisées, etc. Donc, c'est vraiment plus dans les concertos que dans les sonates chez Mozart qu'on peut retrouver toute l'ampleur, de la profondeur de sa pensée musicale, alors que ces sonates, il pouvait en improviser des sonates, Mozart, c'était pas compliqué, on lui donnait un thème, il s'assoyait puis il composait une sonate on the spot. Alors, c'était pas pour lui un genre qui était si important ou qu'il estimait comme étant si représentatif de ses grands intérêts dans la vie. Les grands intérêts dans la vie de Mozart, c'était l'opéra. Il a déjà écrit dans sa correspondance, il n'y a rien qui me rend plus heureux que d'écrire un opéra, et quand je ne suis pas en train d'écrire un opéra, je suis juste jaloux de tous les autres compositeurs qui sont en train d'en écrire. C'est intéressant, il y a très peu de compositeurs premièrement, qui vont être d'aussi bons instrumentistes, mais aussi qui vont être aussi intéressés par l'écriture d'opéra. Je veux dire, Wagner est intéressé par l'opéra, Verdi aussi, mais c'était pas des bons pianistes, c'était pas des bons instrumentistes, c'était pas des virtuoses ou quoi que ce soit. Or, Mozart était un des plus grands pianistes de son époque et il était fasciné par l'opéra. Pardon, c'est l'heure du café. Où est-ce qu'il est? Peut-être qu'on peut voir dans la fascination de Mozart pour l'opéra une prolongation de l'esprit de son enfance. Mozart va à certains égards rester très émerveillé, très spontané, presque naïf toute sa vie. Et ce côté proche de l'enfance nous permet de voir qu'il devait être absolument fasciné par la réalité alternative qui se déroule sur une scène, qui se déroule au théâtre. Aujourd'hui, peut-être ce serait le cinéma ou la réalité virtuelle ou les jeux vidéo qui auraient fasciné et captivé son imagination. À l'époque, c'est l'opéra parce que justement, ça permet de composer une musique qui nous amène vraiment dans un autre univers. Et pas seulement un univers purement sonore, mais un univers visuel, un univers théâtral. C'est dans l'ordinateur, s'il te plaît. Oui, vas-y. Essayez de m'empêcher de me déranger, ok? Ce serait gentil. Bon, j'étais en train de dire qu'on peut voir dans l'intérêt de Mozart pour l'opéra une fascination pour la capacité de la musique à nous faire entrer dans un autre univers. Et pas seulement un univers sonore, mais un univers très complexe, en partie sonore, mais visuel et littéraire aussi, avec des personnages, avec des dialogues, avec une histoire à raconter. Et donc, Mozart va devenir sans doute le plus important compositeur d'opéra de toute la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Il va beaucoup suivre et appliquer les réformes de Gluck. Vous avez dans votre cahier de notes une liste des principaux facteurs, des principaux points que Gluck va réformer dans l'opéra. Historiquement, on reconnaît Gluck comme étant en gros celui qui va faire passer l'opéra du baroque au style classique. Il est comme le père de l'opéra classique, c'est Gluck. Mais comme en musique instrumentale, Haydn est le grand pionnier fondateur et Mozart va arriver et pousser les idées de Haydn à leur plein épanouissement. De la même façon, on pourrait dire que Gluck est le pionnier fondateur de l'opéra classique et que Mozart va pousser et développer ces idées-là à leur plein épanouissement. C'est intéressant quand on étudie l'évolution des styles musicaux, de voir à quel point les compositeurs des périodes charnières sont importants. Et ils sont malheureusement souvent évacués du jugement de l'opinion du grand public et des programmes de salles de concert. Mais souvent, ces compositeurs-là sont au moins aussi importants
que leurs plus illustres successeurs, dans la mesure où c'est eux qui font avancer les choses, c'est eux qui ont ces nouvelles idées qui vont par la suite être prises, développées et poussées à leur plus haut niveau de perfectionnement par d'autres compositeurs qui, eux, s'attirent les feux de l'histoire et les feux de la renommée et vont passer justement pour les grands génies qui sont. Mais soyez conscients que les grands génies sont très souvent debout sur les épaules de compositeurs de moindre renom qui ont défriché une bonne partie du nouveau terrain pour eux. Donc voilà, Gluck va éliminer beaucoup de lourdeur dans l'opéra et il va rendre l'opéra plus actif, plus dynamique, notamment en changeant un peu les arias. L'aria baroque était encore beaucoup basé sur une forme da capo. Donc, on avait une première partie et une partie contrastante et on rejouait l'air initial da capo. Ce qui fait du sens musicalement. Musicalement, la forme ABA, la forme da capo, on l'utilise systématiquement. Le problème, c'est que ce n'est pas une forme qui est dramatiquement très logique, parce qu'elle suppose un retour à l'état initial. Et c'est exactement le contraire de ce qu'on veut faire dans une pièce de théâtre. On ne veut pas revenir à un état précédent, on veut que l'action continue toujours. Donc, Gluck va réformer un petit peu l'aria da capo pour faire en sorte qu'il n'y a plus vraiment de da capo, mais une espèce de reprise modifiée du début, souvent avec des paroles différentes qui vont permettre justement de faire progresser l'action. Donc ce n'est qu'un exemple parmi plusieurs des éléments qui vont faire en sorte que l'opéra baroque va se dynamiser. On pourrait parler bien sûr de l'influence de Pergolèse, de l'influence de l'opéra buffa, de toute cette valorisation d'un caractère plus léger, plus vif, plus dynamique, plus joyeux, d'une écriture allégée dans laquelle on abandonne la basse continue. Donc toutes les choses qu'on a identifiées à l'évolution de la musique instrumentale vont également se retrouver dans l'évolution de l'opéra. Mais donc, jetez un coup d'œil dans votre cahier de notes de cours à cette liste des innovations de Gluck, parce que c'est une excellente introduction aux particularités de l'opéra de Mozart aussi. Mozart va reprendre ces idées-là et donc les développer à sa façon. Vous avez deux extraits d'opéra de Mozart dans vos auditions. Vous avez un extrait de Don Giovanni et un extrait de La Flûte enchantée. Don Giovanni est un opéra très particulier parce qu'il redéfinit un peu les classifications de son époque. À l'époque, on divisait l'opéra, au fond, les types d'opéra que Mozart a essentiellement pratiqués sont l'opéra seria, l'opéra buffa et le Singspiel. Vous avez ça dans vos notes de cours. L'opéra seria, c'est l'opéra traditionnel, l'opéra baroque par excellence, l'opéra basé sur des thèmes mythologiques, avec des décors, des costumes extrêmement élaborés, avec la basse continue, l'orchestre solennel, souvent l'ouverture à la française, les rythmes pointés, etc., etc., les perruques poudrées, puis les effets de scène, puis les dieux, puis les déesses, etc. Donc ça, c'est l'opéra seria. Il est bien sûr sérieux. L'opéra buffa, c'est l'opéra drôle, c'est l'opéra dans le caractère de la serva padrona de Pergolèse, c'est l'opéra qui met en scène la vie quotidienne avec des aristocrates, avec des serviteurs, avec des bourgeois, avec des personnages souvent assez typés et souvent très drôles aussi, avec leurs histoires amoureuses, avec leurs amants cachés dans le placard, avec leurs tartes à la crème, leurs coups de bâton et ainsi de suite. Ça, c'est l'opéra buffa. Le Singspiel est quelque chose de particulier qui est caractérisé par le fait qu'on n'a pas vraiment de récitatif dans le Singspiel, on a plutôt des dialogues parlés entre les numéros musicaux. Donc, ça s'apparente beaucoup à ce qu'on appelle aujourd'hui le théâtre musical, la comédie musicale. C'est vraiment une pièce de théâtre dans laquelle il y a régulièrement des numéros chantés. Donc ça, c'est le Singspiel. Vous avez des dialogues en allemand et vous avez donc des numéros musicaux. La Flûte enchantée, votre audition numéro, où est-ce qu'elle est? Numéro 14, l'air de la Reine de la Nuit, c'est tiré de La Flûte enchantée, qui est un Singspiel. Okay? Mais Don Giovanni, c'est une autre bébite complètement. La raison de ça, c'est que c'est jamais vraiment clair jusqu'où Don Giovanni est un drame, puis jusqu'où c'est une comédie. C'est les deux en même temps.
Et Mozart est tout à fait conscient de cette espèce de double nature de son opéra. Il le qualifiait lui-même de drama per musica, donc de drame avec de la musique, mais drame dans le sens plus large d'histoire, de pièces de théâtre, de pièces destinées à une mise en scène. Il y a certains épisodes dans Don Giovanni dans lesquels il y a tout un quiproquo puis un imbroglio avec le serviteur de Don Giovanni qui se déguise, qui met les vêtements de son maître et les gens pensent que c'est lui puis il court après. Puis donc, il y a toute cette espèce de mascarade qu'on associe facilement à la comédie. Mais par ailleurs, il y a cette histoire fondamentale d'un personnage qui refuse les conventions sociales de son époque et qui est un séducteur et qui est un coureur de jupons invétéré et qui, à la fin de l'histoire, se fait menacer d'être damné en enfer s'il ne renonce pas à son mode de vie dissolu et il va refuser de renoncer à ses valeurs, il va tenir son bout jusqu'à la fin et il va être précipité dans les flammes de l'enfer et il va être damné. Donc, c'est au fond assez intense comme fin et assez dramatique, d'autant plus que le seul réel crime de Don Giovanni est d'avoir refusé les conventions sociales de son époque, refusé la monogamie et au fond prôné la liberté. Alors, on sait que le mot liberté est très proche du mot libertin. Est-ce que Don Giovanni n'est qu'un libertin ou c'est aussi un apôtre de la liberté? Il y aurait bien sûr des thèses de doctorat à écrire là-dessus, et d'ailleurs, il y en a déjà quelques-unes. Mais c'est pour vous dire qu'on peut voir Don Giovanni uniquement comme une espèce de vil coureur de jupons qui va être puni à la fin, et il l'a bien mérité, et c'est tant mieux, ou on peut le voir comme une espèce de héros révolté qui, justement, est en rébellion contre les conventions sociales de son époque, qui clame haut et fort sa liberté, et qui en paiera le prix ultime. Donc il y a cette double nature de Don Giovanni, à la fois comédie et drame, et évidemment l'opéra est d'autant plus dramatique que l'auditeur va avoir tendance à s'identifier au personnage principal. Plus on s'identifie à Don Giovanni, plus la fin est tragique. Plus on est détaché de Don Giovanni, plus c'est simplement l'espèce de méchant de service qui va être puni à la fin. Donc chacun va avoir sa propre vision de l'œuvre, et c'est très bien comme ça. Mozart est lui-même conscient de cette ambiguïté-là et il va jouer beaucoup sur cette double nature. Et d'ailleurs, au XVIIIe siècle, une partie très importante de l'opéra, c'est l'ouverture. L'ouverture qui est cette introduction orchestrale dans laquelle la plupart des thèmes significatifs de l'opéra vont apparaître et qui est une espèce de réduction instrumentale de 8-9 minutes de l'œuvre au complet. Donc il y a vraiment une espèce de tentative de créer une mini-symphonie en un mouvement basée sur les grands thèmes et les grands, justement, les grandes caractéristiques tonales de l'opéra lui-même. Or, c'est très difficile de faire une synthèse de Don Giovanni parce que, justement, c'est à la fois comique et dramatique. Alors, comment est-ce que Mozart va réussir à synthétiser tout ça dans l'ouverture? Je pense qu'il s'est lui-même posé la question de façon assez intense parce que la légende ou l'histoire, c'est sans doute vrai, mais c'est difficile à vérifier, l'histoire veut que le moment de la première approchait et approchait et approchait et les musiciens n'avaient toujours pas de partition pour l'ouverture. Et il pratiquait, tous les numéros allaient bien, puis il n'y avait toujours pas d'ouverture. Et il y a des musiciens qui commençaient à s'inquiéter et qui disaient « Mais maestro, on a besoin de partition pour l'ouverture. » Et Mozart disait « Ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. » Et bon, l'histoire, on ne sait pas jusqu'où c'est exagéré ou pas, mais l'histoire veut que Mozart ait accouché de l'ouverture la veille de la première, qui ait copié toutes les parties séparées une après l'autre sans même jamais avoir fait de score, ce qui est tout à fait son genre et qui sous-entendait qu'il y avait l'ouverture au complet dans sa tête, donc des centaines de mesures de musique orchestrale à 12, 15, 18 parties différentes et qui a tout retranscrit ça partie séparée par partie séparée sans faire de score, qui les a dirigées de mémoire. Et l'ouverture de Don Giovanni est extraordinaire parce que justement, elle reflète tout à fait l'ambivalence
de l'opéra lui-même. Ça oscille constamment entre le ton de ré mineur et de ré majeur, et donc entre un caractère très dramatique et un caractère au contraire très léger, insouciant et joyeux, et qui manifeste une joie de vivre. Cette idée de modulation a ce qu'on appelle le ton homonyme, le mode opposé, le passage du mineur au majeur sur même tonique. Évidemment, Mozart n'a pas inventé ça. C'était une caractéristique essentielle du style sensible, de l'Empfindsamkeit. On retrouve ça chez Carl Philipp, on retrouve ça beaucoup chez Haydn. C'est même une caractéristique, je dirais, du style viennois. On va le retrouver après Mozart chez Schubert, on le retrouve peut-être dans une moindre mesure chez Beethoven, mais c'est très fondamental dans le langage harmonique du style viennois, cette idée d'utilisation du mode opposé. Et c'est très, très flagrant dans l'ouverture de Don Giovanni, alors qu'on passe constamment de ré mineur à ré majeur, illustrant ainsi l'ambiguïté de la nature même de l'opéra. Mais ce que je vous ai mis, c'est pas l'ouverture, mais vous l'écouterez parce que c'est de la très belle musique symphonique et c'est une des meilleures ouvertures d'opéra classique, considérant l'ouverture comme étant justement l'espèce de synthèse orchestrale de l'œuvre elle-même. Ce que je vous ai mis, c'est un air en duo, dans lequel Don Giovanni se livre à son rituel de la séduction. Donc on sait bien sûr, Don Giovanni c'est Don Juan. Quand on dit de quelqu'un c'est un Don Juan, c'est un séducteur, c'est un tombeur de femmes. Don Giovanni, c'est la version italienne du nom de Don Juan, qui est la version espagnole, qui a donné le Don Juan, notamment le Don Juan de Molière, une pièce très célèbre du répertoire de la dramaturgie française. Donc c'est l'histoire de ce séducteur, de ce tombeur de dames, de ce coureur de jupons, et vous avez dans la Ci darem la mano, Don Giovanni qui va essayer de séduire Zerlina, qui est une paysanne, une jeune fille d'origine modeste, qui a un fiancé qu'elle semble aimer plus ou moins. Donc, oui, elle est fiancée, mais elle n'est pas nécessairement complètement indifférente aux avances des gens autour d'elle en général et de Don Giovanni en particulier. Et ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont Mozart s'y prend pour transposer musicalement tout le phénomène de la séduction elle-même. Alors, l'air est assez célèbre, mais vous remarquerez différentes choses. Vous avez bien sûr les paroles dans votre cahier de notes de cours, paroles en italien, livret de Lorenzo da Ponte, et vous remarquerez que d'abord, Don Giovanni chante, et ensuite Zerlina lui répond. Et quand elle répond, ses premières paroles sont vorrei et non vorrei, je veux puis je veux pas. Donc déjà, l'ambivalence est claire. Mais surtout, il y a des codes musicaux là-dedans, parce que quand Zerlina répond, elle répond avec la même mélodie que celle que Don Giovanni vient d'utiliser pour tenter de la séduire. Ce qui, dans les codes et les clés du symbolisme de l'opéra, laisse sous-entendre qu'elle est intéressée. Si Zerlina n'avait rien voulu savoir de Don Giovanni, jamais elle lui aurait répondu avec le même air. Elle aurait chanté une mélodie différente. Or ici, Don Giovanni chante et elle répond. Donc il y a déjà une forme d'intérêt. Ce qui va arriver ensuite est d'autant plus significatif pour illustrer ce procédé de la séduction, parce que au début, Don Giovanni chante un assez long passage, puis Zerlina répond avec un assez long passage. Puis ensuite, Don Giovanni chante un passage d'une longueur moyenne, puis Zerlina chante un passage d'une longueur moyenne, puis ensuite Don Giovanni chante un petit bout, puis Zerlina répond un petit bout. Et le raccourcissement des interventions de chacun, donc le rapprochement des entrées de voix, traduit bien sûr le rapprochement symbolique ou métaphysique ou sentimental des deux personnages. Donc voyez comment quelque chose d'aussi apparemment anodin que la longueur des phrases ou des mélodies va être utilisé de façon dramaturgique, de façon théâtrale, de façon symbolique par Mozart. Et au fond, pour faire une longue histoire courte, on pourrait dire qu'il n'y a rien dans la musique des opéras de Mozart qui est anodin ou qui est laissé au hasard ou qui est une coïncidence. Tout sert une fonction
quelconque, une fonction particulière, une fonction spécifique. La longueur des phrases, l'agencement des tonalités, le fait que le personnage réponde avec cette mélodie-ci ou une autre mélodie, dans la même tonalité, dans une autre tonalité, tout sert à clarifier la structure d'ensemble et à transposer musicalement ce qui se passe théâtralement entre l'interaction des personnages. À force de rétrécir les entrées de voix, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont chanter ensemble. Et à ce moment-là, il y a un changement de chiffre indicateur. On passe en 6-8. Tam pi da di da ti dam. Da yam 2, 3, 4, 5, 6, 5, 2. Et ce rythme en 6-8 est un rythme de pastourelle ou de pastoral. Et c'est un rythme de danse paysanne. Parce que Zerlina est une paysanne. Donc Mozart lui donne un air à caractère folklorique. Si Don Giovanni avait séduit une aristocrate, sans doute que ça aurait fini en air de menuet ou quelque chose comme ça, mais une mélodie et un rythme et un caractère surtout qui aurait été plus approprié à un personnage de rang social supérieur. Donc quand je vous dis qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard, c'est à ce point-là. Okay? Donc ils arrivent avec leur air en 6-8, ils chantent en harmonie. Évidemment, à l'opéra, quand des personnages chantent en harmonie, en tierce ou en sixte, c'est parce qu'ils sont pas mal d'accord sur ce qu'ils pensent dans la vie. Donc, Don Giovanni a réussi son rituel de séduction, sauf que, comme toujours dans tout l'opéra, il va jamais arriver à ses fins, parce qu'il ouvre la porte du petit cabanon, puis oups, le fiancé de Zerlina est là, il dit « Ah, mais qu'est-ce que vous faites là? »« Ah, bien sûr, nous te cherchions, justement, voilà. » Donc, pauvre Don Giovanni, il ne va jamais arriver à ce qu'il voudrait si chèrement, ce qui nous fait nous demander, au fond, est-ce que c'est un vrai séducteur et il est juste particulièrement malchanceux ce jour-là, ou s'il est éternellement insatisfait et frustré, comme beaucoup de séducteurs malheureusement, on ne le sait jamais. Encore une fois, l'interprétation est ouverte. On peut voir Don Giovanni comme on veut, et c'est ce qui fait la richesse de l'œuvre. Donc ça, c'est pour Don Giovanni. L'air de La Reine de la Nuit, votre audition numéro 14, relève d'un opéra très différent. La Flûte enchantée, c'est un Singspiel, c'est un opéra avec des dialogues parlés, qui a été une commande de Schikaneder, qui était un ami de Mozart, qui était le directeur artistique d'une petite troupe, une troupe de théâtre populaire. Et Schikaneder a commandé la Flûte enchantée à Mozart. Ils étaient amis ensemble, ils partageaient la même loge dans les francs-maçons. Mozart était un franc-maçon, Schikaneder aussi. D'ailleurs, il y a des théories de complot qui existent sur les faits que Mozart aurait été assassiné par des loges maçonniques pour avoir révélé des secrets de francs-maçons dans la Flûte enchantée. Bon, évidemment, on est un petit peu dans le délire complotiste ici, mais c'est pour vous dire qu'il y a eu des théories du complot et de l'assassinat autour de la vie de Mozart longtemps avant que Miloš Forman fasse son film Amadeus, dans lequel le personnage de Salieri complote pour assassiner Mozart. Salieri n'a pas vraiment assassiné Mozart, mais je vous quand même conseille fortement, si vous n'êtes pas familier avec le film Amadeus de Miloš Forman, visionnez-le. Je pense que vous pouvez peut-être l'avoir par la bibliothèque. Il y a un service de Criterion, je pense, qui permet d'avoir accès à des films par l'intermédiaire de la bibliothèque. Essayez d'aller voir si vous pouvez visionner Amadeus ou trouvez-le dans un club vidéo si ça existe encore ou je ne sais pas où. Mais familiarisez-vous avec ce film. Il y a certaines libertés qui sont prises par rapport à la réalité historique factuelle. Non, Salieri n'a pas vraiment assassiné Mozart. Est-ce que Mozart riait si mal que ça? On ne le saura jamais. Mais au-delà de certains choix de mise en scène avec lesquels on peut être d'accord ou pas, de certains choix de scénario avec lesquels on peut être d'accord ou pas, parce que c'était au départ une pièce de théâtre avec une intrigue un petit peu policière, la représentation de Mozart, de son caractère flamboyant, de sa musique, de la façon dont il détonnait dans l'aristocratie un peu constipée de la fin du XVIIIe siècle, et surtout la direction artistique, les décors, les costumes et la musique sont extraordinaires. Donc,
allez voir Amadeus de Miloš Forman. C'est un film qui a gagné je ne sais plus combien d'Oscars et qui les a mérités amplement. C'est un film très important et je pense encore à ce jour la meilleure adaptation cinématographique de la vie d'un compositeur. Pour revenir à La Reine de la Nuit, c'est l'histoire d'un genre de conte de fées dont on se rend compte en cours de route que les choses ne sont pas toujours comme on croit. On imagine que tel personnage est bon, puis tel personnage est méchant, puis en bout de ligne, on se rend compte que c'est un peu l'inverse. Donc, la Reine de la Nuit, au début, on pense qu'elle est gentille, et que la princesse Pamina est gardée captive par son père, le méchant Zarastro, on se rend compte en bout de ligne que Zarastro est gentil, qui garde sa fille chez lui pour la soustraire à l'influence néfaste de sa mère, qui est une folle hystérique psychopathe. Donc, la Reine de la Nuit, qui a une voix extrêmement aiguë, on va se rendre compte peu à peu qu'elle ne va pas nécessairement toujours tout bien dans sa tête. Et cette réalisation-là va se faire notamment dans ce célèbre air qui est votre audition numéro 14, l'air de la Reine de la Nuit, dans lequel elle va tendre un poignard à sa fille et lui dire, lui ordonner pratiquement d'aller assassiner son père. Si tu ne vas pas tuer Zarastro, tu ne seras plus ma fille. Donc il y a toute cette idée d'honneur, puis de lien, de filiation, puis de famille dysfonctionnelle. C'est un sujet assez contemporain en soi. Mais ce qui est fort là-dedans, c'est que l'air de virtuosité, encore là, c'est pas quelque chose que Mozart a inventé. L'air de virtuosité existe depuis aussi longtemps que l'opéra existe. Et l'air de virtuosité était traditionnellement une espèce de contrainte obligée avec laquelle les compositeurs devaient, sans vilain jeu de mots, composer. Parce qu'à l'époque, c'était pas les compositeurs qui étaient les stars, c'était les interprètes. Et les interprètes, c'était le ténor, c'était la prima donna, la première dame, et ces stars-là, souvent n'acceptaient de participer à un opéra qu'en échange d'un certain nombre de solos. Alors, ils disaient, OK, je vais faire ton rôle, mais ça me prend 3 solos. Donc, les compositeurs devaient intégrer ces airs de virtuosité dans l'opéra pour faire plaisir aux primadonnas, aux ténors, aux solistes, pour faire plaisir au public aussi, parce que le public aimait ça, les grands airs de virtuosité, mais c'était quelque chose que les compositeurs souvent aimaient plus ou moins, parce que ça freine le développement de l'action. Un peu comme nos arias da capo tantôt, ça arrête l'histoire. C'est dramaturgiquement inconfortable. T'sais. On a une histoire qui se déroule, puis il y a une interaction, puis des personnages, puis là, tout d'un coup, oups, tout arrête, on met le follow spot sur la cantatrice, ça fait des vocalises pendant 5 minutes, et là, l'action repart. C'est très artificiel comme procédé. Vous allez me dire que toute l'opéra est très artificiel comme genre, mais c'est particulièrement artificiel dans un genre qui est lui-même artificiel. Et ce que fait Mozart avec un grand génie, c'est d'utiliser cette contrainte de l'air de virtuosité et de la tourner à son avantage. Je vous disais tout à l'heure, il n'y a rien qui sert à rien dans les opéras de Mozart. Vous en avez un autre exemple ici. Il va utiliser l'air de virtuosité de la Reine de la Nuit pour nous démontrer sa folie. Et ce qui fait que les grandes vocalises dans l'aigu deviennent l'espèce de représentation symbolique mozartienne d'une espèce de rire de démence. Et on va découvrir la psychologie du personnage à travers ses vocalises, à travers son air de virtuosité, à travers les airs de grandeur que ce personnage-là est en train de se donner, et la façon dont elle va chercher à manipuler sa fille de façon insidieuse. C'est presque une séduction, elle est presque en train de l'hypnotiser pour la convaincre d'aller tuer Zarastro. Alors, c'est une autre illustration du fait que chez Mozart, la musique vient non seulement soutenir l'action, mais carrément la renforcer et parfois lui donner une interprétation encore plus forte et même une nouvelle signification. Donc, cette dimension du rire hystérique n'est pas présente dans les paroles. Les paroles ne disent pas ça, mais la musique nous le laisse découvrir. Donc, la musique n'est pas seulement une tapisserie derrière le texte, mais la musique participe avec le texte pour rendre
le personnage plus riche et plus complexe. Pour utiliser du vocabulaire contemporain, la musique est souvent chez Mozart chargée de nous faire découvrir la psychologie du personnage. Mozart ne pensait pas en termes de psychologie, le mot n'existait pas, il devait penser en termes de caractère, peut-être de motivation, de statut social, il était conscient de toutes ces choses-là, comme n'importe qui à la fin du XVIIIe siècle. Mais donc voilà, la musique dans l'opéra de Mozart nous aide à comprendre l'intériorité du personnage, disons-le comme ça. Vous aurez compris que je suis un fan des opéras de Mozart. Si jamais vous vous intéressez à l'opéra puis vous ne savez pas par où commencer, je pense que c'est le meilleur endroit. Parce que justement, il y a une telle clarté, une telle évidence, une telle richesse, en même temps que toujours cette espèce de sens classique de l'efficacité, de l'économie des moyens, etc. Donc c'est moins, comment dire, moins difficile à ingérer qu'un opéra de Wagner qui dure 4 heures. Puis c'est ça, c'est à la fois, surtout Don Giovanni, à la fois drôle et dramatique. C'est très très riche et ça fourmille d'idées. Il y a des idées partout, il y a cette espèce d'extraordinaire effervescence de créativité et ça nous fait comprendre pourquoi Mozart était particulièrement intéressé par l'opéra qu'il voyait comme son genre par excellence. Je voulais juste prendre quelques secondes pour illustrer certaines particularités dans l'écriture de Mozart, notamment en lien avec l'usage des appoggiatures chromatiques et leur caractère extrêmement expressif. Donc vous avez en page 55 la transcription du début du thème du mouvement lent du concerto numéro 23. Le concerto est en la majeure, mouvement lent en fa dièse mineur, tout à fait dans le style sensible. Ici, écoutez bien. Alors, ça, mesure 6, premier temps. Le vrai accord, c'est La majeur, notre relatif majeur de fa dièse mineur, notre troisième degré. Mais il ne va pas chercher la tierce tout de suite. Il ne fait pas... Ce serait un peu trop évident, ça manquerait de douleur et d'expression, donc... Et l'appoggiature chromatique est tellement longue que le temps qu'il va la résoudre est rendu à l'accord suivant. Ce qui fait que tout le temps où l'accompagnement jouait la fondamentale puis la quinte de l'accord de La majeur, la mélodie n'a jamais joué la tierce. La mélodie jouait l'appoggiature chromatique de la tierce, le si dièse. Et quand on va la résoudre, on est rendu sur l'accord de fa dièse mineur, on est rendu ailleurs. Donc, l'appoggiature chromatique est extrêmement importante, elle est extrêmement significative. Elle donne beaucoup de son sens et de la dissonance de la mélodie elle-même, transformant littéralement l'accord de La majeur en accord de La mineur. Mais ce n'est pas un vrai accord de La mineur parce qu'on comprend que c'est une note non harmonique qui va aller se résoudre, mais la note non harmonique se fait donner tellement d'importance que... Écoutez ce qui s'en vient. Napolitaine. Cette napolitaine de la mesure 9 est aussi l'autre élément qui contribue à donner à ce thème-là autant d'intensité et autant d'expressivité. La napolitaine, c'est peut-être le plus dramatique de tous les accords parfaits majeurs dans la musique occidentale, et c'est démontré avec une incroyable efficacité par Mozart ici, la napolitaine dans un thème à caractère intime. Si vous écoutez le troisième mouvement de la sonate Clair de Lune, opus 27, numéro 2 de Beethoven, avec le fameux Do dièse mineur, etc., vous allez avoir des napolitaines qui sont double fortées, qui sont incroyablement dramatiques, qui sont pratiquement des espèces de coups de tonnerre. Mais ici, c'est une napolitaine
tout autre caractère. Évidemment, à cause du chromatisme harmonique, cet accord de sol majeur en fa dièse mineur donne un caractère très ambigu à la napolitaine, qui est à la fois un accord parfait majeur, mais une altération accidentelle, un degré abaissé. On s'attendrait à avoir un sol dièse, mais le sol est bécard, donc on a abaissé une note pour créer un accord parfait majeur. Donc toute l'extraordinaire ambiguïté du degré napolitain et son côté très dramatique sont merveilleusement compris et appliqués par Mozart dans l'écriture de ce thème-là. Donc les deux procédés vraiment mis en évidence ici, l'appoggiature chromatique et l'utilisation de la napolitaine dans un thème en fa dièse mineur, ça nous donne un des thèmes les plus expressifs de toute l'histoire des concertos de piano. Voilà, on retourne au vrai programme. Je finis rapidement avec quelque chose que vous avez en page 17, qui est la démonstration des 4 types de mélodies chez Mozart, parce que, étant donné que ses influences sont multiples, ses procédés d'écriture vont être multiples aussi. La première, évidemment, c'est la mélodie chantante, la mélodie cantabile. Toutes les adagios que vous avez, que ce soit la sérénade grande partita, que ce soit le concerto pour piano, témoignent de cette mélodie cantabile, c'est-à-dire la mélodie chantante. Je vous disais que Mozart n'avait pas son égal pour faire chanter les instruments, donc c'est ça. Il y a des compositeurs qui sont plus lyriques, d'autres qui sont plus motiviques. On a vu la dernière fois qu'on rangeait Haydn et Beethoven du côté des compositeurs plus motiviques. Mozart et Schubert sont vraiment dans la grande ligne des compositeurs lyriques. Ils font quand même des mélodies-thèmes. Le thème classique, le thème ponctué, Mozart le maîtrise à merveille. La petite musique de nuit, pam, pam, pim, pam, pim, pam, 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 est une mélodie à développement. Donc, il y a des césures, il y a des silences, c'est pas comme les longs adagios, les longues valeurs tenues. Il est capable de faire des mélodies thèmes, des mélodies dans le style ponctué du thème classique, mais même ces mélodies thèmes, même ces thèmes ponctués sont souvent plus lyriques que ceux de ses contemporains, que ceux de Haydn ou de Beethoven. C'est le cas notamment du thème de la 40e. Vous avez audition numéro 12, symphonie numéro 40 en sol mineur. C'est un immense allegro de sonate. Un peu particulier au niveau de la forme, parce qu'il y a un thème d'épisode là-dedans qui est développé, qui a une importance extrême. Le thème de transition est plus important que le deuxième thème lui-même. Essayez de voir à l'oreille si vous êtes capable d'analyser la forme du premier mouvement de la 40e. C'est extrêmement intéressant la façon dont Mozart à la fois obéit aux grands principes de l'allegro de sonate, mais va les aménager à sa façon. Toujours est-il que le fameux thème de la 40e est un thème motivique, basé sur un thème de 3 notes, mais même les thèmes motiviques de Mozart sont plus chantants que les thèmes motiviques de Haydn ou Beethoven. C'est très chantant, et pourtant c'est basé sur un motif de 3 notes. Seconde mineure, unisson. On ne peut pas faire plus conjoint que ça, ou alors on tombe dans les notes répétées, mais c'est excessivement conjoint, c'est très motivique, c'est des cellules de 3 notes, mais Mozart va interrelier ces cellules de 3 notes de sorte à créer un thème qui obéit au principe de construction classique du thème, tout en gardant ce caractère extrêmement chantant et expressif qui caractérise toujours la musique de Mozart. Ça chante toujours du Mozart. Troisième type de mélodie chez Mozart, c'est la mélodie d'opéra. Donc, l'air de la Reine de la Nuit, la Ci darem la mano, un air, une mélodie qui, par définition, se conforme aux paroles et à la situation scénique, se conforme à l'action et est dirigée et structurée, non pas en fonction d'une forme allegro de sonate ou d'une forme musicale préétablie, mais en fonction du déroulement de l'histoire. Donc ça, c'est la mélodie d'opéra. Et finalement, la mélodie sujet. À la toute fin de sa vie, Mozart va découvrir la musique de Bach, il va découvrir la polyphonie et il va commencer à repenser son langage, son esthétique et à développer de plus en plus souvent de façon contrapuntique. Je parlais de la 40e tantôt, écoutez comme il faut le développement
de la 40e, et vous avez vraiment quelque chose de très polyphonique dans la superposition des voix. Param pam pim, param pam pim, param pam pim, param pam pim, alors que vous avez des séries de double croches qui évoquent presque un contre-sujet de fugue, et surtout, bien sûr, le Kyrie du Requiem, votre audition numéro 15, qui est écrit pratiquement dans un style baroque. Donc voilà, Mozart, à la fin de sa vie, découvre la musique de Bach et intègre la véritable éponge musicale qu'est Mozart, va complètement assimiler ce style contrapuntique baroque et l'intégrer à sa propre sensibilité. Et ça va donner des œuvres comme justement la 40e, qui, tout en étant un allegro de sonate, tout en étant très classique, tout en étant très viennoise, reflète quand même cette idée, surtout dans le développement, de polyphonie, de superposition des voix et ainsi de suite. Donc Mozart est sans doute le plus polyvalent de tous les compositeurs par sa façon de pouvoir, avec une égale maîtrise, une égale virtuosité, manier la mélodie accompagnée, la polyphonie, le développement, le contrepoint, le thème motivique, le thème lyrique, la musique instrumentale, la musique vocale, la musique profane, la musique sacrée. Il touche à tout avec un réel bonheur, avec un génie sans doute inégalé. Il n'est peut-être pas aussi respecté que Beethoven dans le panthéon des compositeurs de l'histoire de la musique, mais je crois qu'il a vraiment incarné les idéaux du style classique mieux que n'importe qui à l'époque ni depuis. Et je crois que Mozart est peut-être de tous les compositeurs celui qui est parvenu à faire le plus de musique avec le moins de notes. Donc c'est déjà en soi le gage d'un jugement très sûr, d'une oreille très sûre et d'un compositeur qui a une maîtrise de ses moyens et de son art qui encore aujourd'hui force le respect et l'admiration. Donc voilà, c'était mon petit exposé sur Mozart. J'espère qu'il vous a plu. Comme je vous dis, allez voir le film Amadeus de Miloš Forman. Écoutez surtout sa musique. C'est une leçon perpétuelle. On peut écouter Mozart toute notre vie et on va toujours entendre des choses nouvelles et on va toujours être impressionné pour des raisons différentes. Si jamais ça vous accroche plus ou moins, soyez pas surpris et soyez pas déçus ou tristes. Moi-même, quand j'avais 18, 20, 22 ans, j'étais pas le plus grand fan de la musique de Mozart. Je le trouvais un peu superficiel, un peu boboche. Je préférais les polyphonies complexes de Jean-Sébastien Bach ou les thèmes très dramatiques et héroïques de Beethoven. Je trouvais justement qu'il y avait quelque chose d'un peu enfantin dans la musique de Mozart, mais c'est en vieillissant peu à peu qu'on se rend compte, au-delà du caractère naïf ou enfantin de la chose, du génie incroyable qu'il y a derrière tout ça. Donc j'espère peut-être avoir pu vous sensibiliser un brin à ceci, et la prochaine fois, on va parler de Beethoven. D'ici là, portez-vous bien, restez en dedans. On vient de se faire dire par notre premier ministre d'éviter les interactions sociales. Donc, me voici à nouveau, confiné dans mon sous-sol, à vous parler de Mozart. Donc, écoutez de la musique, pratiquez de la musique. La musique aide à passer à travers beaucoup de choses. À bientôt.